Mais là, je suis assez content de pouvoir faire cette présentation parce que je vais mettre un peu les pieds dans le plat par rapport à plusieurs choses, mais qui me semblent importantes pour que les studios aillent plus loin et passent une étape supplémentaire. Donc voilà. Donc déjà avant d'aller un peu plus loin, oui, je vais parler de moi pour vous expliquer que d'abord, tout ce que je vais vous expliquer là, ça vient pas de nulle part. C'est quand même, j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'expérience, que ce soit en technique ou en animation. Et ça m'a permis de constater plusieurs choses, notamment à propos de ce rôle fonctionnel. Donc en résumé, j'ai fait 3 ans de conseil où je faisais le lien entre le métier et une équipe décisionnelle. Donc en gros, c'est les gens qui traitent les bases de données et qui génèrent des rapports. J'ai bossé 3 ans chez HD 3D où notamment on a fait pas mal de projets collaboratifs avec Micros, Timto, MacGuff, 2 minutes et d'autres, Feu Durand Dubois. J'ai aussi après monté une boîte où j'étais CTO. Donc pendant 5 ans, j'ai monté une équipe on a fait plein de choses et j'ai monté une équipe de 1 à 18 personnes. On a fait des partenariats avec des grosses sociétés, on a monté pas mal de choses, on avait une grosse infrastructure d'hébergement. Donc j'ai vu beaucoup de choses et là depuis 3 ans du coup je fais CGWire. Là c'est le CGWire, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est déployé dans plus de 40 structures et donc forcément ça permet de voir plein de problématiques et de rencontrer beaucoup de studios et donc de constater des choses aussi. Voilà, et après oui, alors en plus comme j'aime bien ça, du coup même le soir et le week-end je continue et j'aime bien discuter avec des gens d'autres sociétés et je rencontre plein de développeurs, plein de directeurs techniques et du coup on partage nos expériences. Ce qui fait qu'on se forge des convictions au bout d'un moment. Donc voilà, maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc avant de parler même du rôle fonctionnel, je voudrais qu'on parle un peu de l'importance du pipeline. Le premier constat déjà qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans une phase où chaque studio va devoir faire de plus en plus de production dans la même période de temps. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, on a de plus en plus de plateformes de diffusion. La conséquence, c'est quoi ? C'est que un dessin animé, il ne passe pas seulement sur TF1. Donc, ici, il ne passe pas seulement sur TF1, donc c'est pas tous les gens qui vont le voir ne passeront pas forcément par TF1. Donc à partir de là, ça veut dire que les pubs de TF1 vont valoir moins cher et que l'équivalent pour les autres plateformes. Donc en gros, petit à petit, les producteurs ils vont avoir plus de mal à récupérer leurs sous sur une seule prod. Et en plus, ce qui se passe de plus en plus, c'est que maintenant les plateformes, qui elles sont pas des télés, sont des plateformes de VOD en ligne, elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles achètent la série une fois, par exemple, et après, il y aura plus de système de royalties, etc. Donc, une prod, ce qui se passe petit à petit, une prod, en gros, ça se vend moins cher. Enfin, un producteur, il va l'acheter moins cher à un studio de fabrication. Et de la même manière, lui, il va avoir besoin de faire plus de prod parce que ce prod, il va pas pouvoir en tirer autant qu'avant. Donc, de là, ça fait que mécaniquement, en fait, on va être obligé de faire plus de production pour tout ça continue. Alors la bonne nouvelle, c'est que le marché s'agrandit parce qu'avec les plateformes de VOD, il y a de plus en plus besoin de contenu. Donc la demande en prod est là, heureusement, mais toujours est-il qu'à la fin, il va falloir construire plus de prod. Le deuxième constat, jusque-là, on se dit, bon, ok, on va staffer plus et puis on va faire plus de films. Alors déjà, staffer plus, c'est pas toujours évident parce qu'il faut s'organiser, ça demande pas mal de choses. Mais en plus, il y a un deuxième problème, c'est que des graphistes aguerris, compétents, qui sont vraiment très qualifiés, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, c'est difficile de faire une prod qu'avec des juniors. Alors certes, aujourd'hui, il y a les écoles qui multiplient de plus en plus leurs classes, qui font de plus en plus de graphistes, mais toujours est-il que, en gros, le besoin en prod augmente et le nombre de graphistes disponibles n'augmente pas beaucoup. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc voilà, donc on se retrouve face à un problème quand même. Là, ensuite, on peut se dire, donc on va utiliser cette technique. On a un chien mignon chez nous, on le met devant une glace, on en fait 2, c'est cool. Voilà, donc dans notre studio, on met une grande glace et comme ça, on aura 2 fois plus de monde et tout est réglé. Mais en fait, bon, essayez-le, mais je pense que ça va pas trop marcher. Donc il va falloir revenir sur des trucs un peu moins glamour mais qui marchent. Donc le premier, ça va être en gros d'améliorer les process nécessaires pour faire un film. Donc là en gros, ça veut dire qu'il va falloir muscler la prod dans les studios. Il va falloir aussi faire en sorte que les graphistes deviennent plus balèzes plus vite. Voilà, donc ça c'est une idée aussi. Mais après on va plutôt rester sur la troisième qui est aussi qui de toute façon risque d'être inévitable, c'est qu'il va falloir automatiser le pipeline.
Donc moi, ce que j'entends par pipeline, c'est l'ensemble des étapes qui sont nécessaires pour partir du storyboard, pour aboutir au plan final. Là, en gros, il va falloir automatiser un maximum de choses pour que les graphistes puissent produire plus de plans sans se multiplier. Et bien là, du coup, on se dit, on est content, voilà, il n'y a pas besoin de... C'est bon, en fait, la présentation est finie, c'était cool, ok, on s'est vu. Mais c'est là où ça a commencé à piquer. Le problème, c'est qu'un pipeline, ça coûte cher. C'est qu'en fait, on est encore... je me rends compte qu'aujourd'hui, on est resté sur l'image du développeur d'il y a 10 ans, où on sortait de la crise Internet, tout ça, où en gros... quand on était dev, on trouvait du travail assez facilement, mais c'était pas la folie. Et donc, du coup, on pouvait... on prenait un peu ce qu'on nous proposait. Aujourd'hui, quand on est développeur, qu'on a acquis de l'expérience, on se connecte sur un site qui s'appelle Talent.io, mais il y en a plein d'autres. Ça, j'ai pris au hasard, j'ai pas cherché. Et je me suis connecté et j'ai vu ça. Voilà, en fait, on commence à proposer des salaires de base à 60 000 € bruts et voir, même ça pousse un peu avec 78, 75 ou 83. Et puis quand on parle avec des gens qui sont chez les GAFA, on se rend compte qu'on peut rajouter 30 000, 40 000 € à ces salaires. Donc là, on comprend qu'en gros, recruter un développeur, ça va coûter cher. Donc construire son pipeline, ça va coûter cher. Donc comme j'ai du temps, je vais un peu enfoncer le clou. Donc là, vous allez me dire, ah bah non, mais nous, de toute façon, les salaires en annuel, ça ne nous parle pas, on est tous à la journée et tout. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Les développeurs compétents qui ne connaissent pas l'animation vont dire, ah ok, moi ça ne m'intéresse pas, parce que je cherche un CDI, mais si tu veux, j'ai un pote, il est freelance. Et le freelance, il va vous proposer 600 € au jour de base. Ça, c'est pas la star, c'est pas le génie qui propose ça. C'est 600 €, ça va être le type qui a 5 ans d'expérience et qui se considère comme aguerri. Voilà. Donc là, en fait, clairement, il y a un choc qui se passe parce que on était resté sur des salaires assez bas, notamment dans l'anime, sur les salaires des développeurs d'il y a 10 ans qui étaient presque 2 fois inférieurs, surtout dans l'anime. Et du coup, là, maintenant, la réalité, c'est ça. Donc, il va falloir jouer avec. Et donc, je vous donne quelques petits tips pour ça. Il y a des mots-clés qui peuvent être utiles. Donc, on va essayer de lancer des petits sorts. Open source, Linux. Bon, voilà, donc là, ok, il est prêt il y en a qui sont prêts à faire des efforts. Après, on va faire encore un peu plus d'efforts. Télétravail, Blender. Voilà, là, on est bon. Alors après, par contre, il peut y avoir des mots-clés qui sont un petit peu, qui ont un peu l'effet inverse. Donc, si vous commencez à dire Max Script dans 3ds Max sous Windows, Nuke, contrat d'intermittent, voilà, c'est bizarrement donc voilà, donc en gros, là où je veux en venir, c'est que le pipeline, ça va coûter cher et qu'il va falloir que pour recruter des bons, il va falloir de plus en plus faire soit trouver le budget, soit faire des concessions sur certaines manières de fonctionner. Voilà, donc ça, fin de la parenthèse, on va pouvoir revenir là où on en était. Non, mais c'est vrai que c'est important parce que je me rends compte que les studios n'en ont pas toujours conscience. C'est du vécu. Par exemple, moi, je pense que j'étais quand même des personnes les plus chères du floor. Je me suis retrouvé à passer un ordi où il fallait que mon écran marchait pas bien. Je passais, je sais pas, tous les 2-3 heures, il s'éteignait, il fallait que j'aille leur bidouiller. Bon, quand vous avez quelqu'un qui vous coûte très cher, si on prend l'exemple tout à l'heure, 600 € au jour, qu'en gros, si on divise par 8, ça fait 75 € par heure, et si on divise la minute, ça fait en gros un peu plus d'1 € la minute. S'il passe 10 minutes par jour à changer un écran, ça fait qu'il vous coûte, à raccorder son écran, ça fait qu'il coûte 10 € par jour, et sur un an, ça a coûté 2 000 € le fait juste qu'il rebranche son écran à chaque fois. Donc peut-être que ça aurait été plus malin de lui racheter un écran tout de suite à 300-400 €, parce que comme ça, en gros, non seulement il aurait gagné du temps, et vous, ça vous aurait coûté moins cher. Donc voilà, c'est un peu cette... je pense que maintenant, il va falloir un petit peu rentrer plus dans cette logique-là, se dire que c'est important que le développeur, en gros, coûte cher, et donc il va falloir optimiser son temps de travail. Et notamment, il y a un autre point aussi qui est important, c'est qu'on a parlé de freelance, etc. Mais l'enjeu des studios, ça va être de les garder. En fait, quand vous recrutez un développeur, c'est difficile. Quand il est bon, surtout quand il est bon. Donc une fois qu'il est là, et en fait, il y a un autre enjeu, c'est de le garder. Parce qu'il peut être toujours tenté de s'en aller.
Et du coup, les contrats intermittents, etc., ça ne va plus marcher en fait avec les développeurs. Et si vous me parlez de TD, alors c'est vrai que les TD n'ont pas tout le choix, tout le panel disponible qu'ont les développeurs. Par contre, on a vu qu'un graphiste, un bon graphiste, c'était rare. Un bon développeur, c'est rare. Donc on se doute que le mix des deux, quelqu'un qui est à la fois bon graphiste et bon développeur, il va être encore plus rare. Donc il a peut-être moins de possibilités, mais il va être très difficile à trouver. Donc voilà. Donc tout ça, la conséquence de tout ça, c'est qu'en gros, pour monter votre équipe, ça va vous coûter de plus en plus cher, ça va être de plus en plus dur à monter, et donc il ne va pas falloir se rater sur le pipeline qui est développé derrière. Maintenant qu'on a compris que le pipeline, ah oui, et pourquoi, d'autant plus, pourquoi il ne faut pas se tromper, parce qu'en gros, le pipeline, il faut le voir comme un investissement. Quand vous mettez de l'argent de côté, donc je simplifie, mais je ne sais pas si vous mettez 1 pendant 10 ans, en fait, à la fin des 10 ans, vous n'avez pas 10, vous avez 20. Parce qu'en gros, il y a des intérêts qui se sont mis en place et qui font que, en gros, le gain est devenu exponentiel. Bah, le pipeline, c'est pareil. Quand vous mettez en place une brique, elle s'additionne avec la précédente. Et ce qui fait que à chaque fois qu'on avance en fait, sur le pipe, à la fin, il progresse beaucoup plus vite. Enfin, on atteint des niveaux beaucoup plus élevés parce qu'on a déjà des briques en place. Et ça, c'est donc, en fait, on va voir que c'est que quand on recommence de zéro, du coup, non seulement on perd ce qu'on a fait, mais on perd en plus l'élan créé par cette dynamique d'investissement. Donc voilà, donc maintenant on s'est entendu, ok, on va recruter des devs, on va trouver des sous, ou au pire on laissera en télétravail, bosser sur Blender, enfin faire un pipe sur Blender. Et voilà, mais en tout cas on a nos devs et puis maintenant il nous faut un beau pipeline et c'est fini, on peut rentrer chez nous, tout est réglé. Et ben non, c'est pas si simple. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant c'est déjà une première étape. Hein. Ceci dit, si vous avez une équipe de développeurs, donc là, si on regarde le tableau, qu'est-ce qui se passe au début, on va avoir des développeurs qui vont du coup essayer on va leur dire bon bah voilà, nous on fait ça, fais-nous un pipe. Ok, d'accord. Donc ils vont essayer de comprendre ce que le métier veut. Ils vont plutôt bien cartographier le truc, mais il va y avoir beaucoup de choses. Et puis petit à petit, ils commencent à faire un outil, puis un deuxième outil, un troisième outil, et les gens commencent à l'utiliser, et puis ça donne des idées au métier. Donc en gros, ce que j'appelle métier, c'est les graphistes, la prod, la compta, enfin tous ceux qui sont en dehors de l'équipe technique. Et ben eux, ils vont commencer à utiliser les outils, ça va leur donner des idées, ils vont commencer à faire plein de demandes, et du coup, petit à petit, en fait, les développeurs se retrouvent, ils croulent sous les demandes. Donc au moment, ils savent, eux, comme ils sont de bonne volonté, et oui, compétents, mais aussi professionnels, du coup, ils essayent de répondre à toutes les demandes. Et petit à petit, au début, c'est cool, voilà, ils sont contents. Et après, le développeur, il a aussi un défaut, c'est qu'il aime bien les challenges techniques. Et il n'aime pas trop ce qui l'ennuie. Donc du coup, il va plutôt avoir un biais, en fait. Il ne va pas forcément choisir ce qui est le plus utile, mais il va plutôt avoir tendance à choisir ce qui est le challenge techniquement et ce dont tu vas pouvoir parler au prochain meet-up CGWire. Donc de là, voilà. Donc là, bon, jusque-là, ça va. Donc qu'est-ce qui se passe du côté du métier? Il voit des premières choses sortir. Ah, super, ça y est, on a un pipe, c'est top. Par contre, ils suivent pas trop ce qui se passe parce que bon, ils ont une prod à gérer, on peut pas leur en vouloir. Il y a beaucoup de boulot, donc on va pas non plus regarder tout ce que tout le monde fait. Et puis après, pour être franc, en plus, on comprend pas trop ce qu'ils racontent les devs, donc c'est pas plus mal si ça a l'air de marcher, on est content, c'est cool. Voilà. Le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que voilà, il y a le phénomène du joueur de guitare qui joue dans un groupe et qui commence à plus écouter ce que font les voisins. Et donc il fait un riff de guitare et tout, il est super bien, mais la basse elle est plus là, la batterie elle est plus du tout dedans non plus, et le chanteur il sait plus quand est-ce qu'il doit chanter. Donc à la fin il y a un problème. Et ben en fait avec votre pipe c'est ce qui se passe aussi. En fait c'est comme on avait ce constat de départ, et du coup au début c'était cool, les gens étaient contents, mais les problèmes commencent à arriver. Déjà les développeurs ils n'arrivent plus à répondre aux demandes parce qu'il y en a trop, ils veulent bien faire mais eux ils s'épuisent en fait à répondre à toutes les demandes, et puis ils sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à répondre aux demandes, et puis à un moment ils en ont marre parce qu'il y a trop de gens qui leur demandent des choses. Ils ne savent pas quelle direction prendre parce que en fait, le spectre fonctionnel d'un pipeline il est énorme, donc c'est pas facile de dire je vais aller plus sur le breakdown, je vais aller plus sur la render farm, je vais aller plus sur des facilitateurs pour les rigs et les animateurs. Et donc du coup ils sont un peu perdus. Et puis
Ce qui se passe de l'autre côté, c'est que bon, bah, les gens, au bout d'un moment, se disent que, que tout ça, ça colle, que tous les développements faits ne collent plus trop à leurs besoins en fait. Du coup, petit à petit, ils commencent à éviter les outils, à se dire bon, ok, on sait plus trop ce que c'est. Bon, qu'est-ce qu'ils font les devs en fait? Est-ce qu'ils bossent vraiment ou voilà. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que les développeurs ils le ressentent. C'est pas, ça se voit tout de suite quoi. Le résultat, c'est qu'ils ne se sentent pas valorisés. Et puis petit à petit, ils se disent bah, si les utilisateurs ils comprennent pas mon génie quand je fais cet outil, c'est qu'ils sont peut-être pas si bons que ça les utilisateurs. Et donc voilà, donc petit à petit, il y a un fossé qui se crée. Et puis après, on se prend le mur, hein, on arrive à la catastrophe. En gros, le métier il dit bah nous on veut plus du pipeline. Et là, alors là, les développeurs ils comprennent pas. Parce que eux, ils se sont défoncés, ils ont donné toute l'énergie, tout ce qu'ils pouvaient, enfin, ils ont fait le maximum. Et pourtant, à la fin, on leur dit que bah, non, c'est nul, on jette tout. Alors là, un gros sentiment d'injustice. Bon, après, ils se disent, bon, c'est vrai qu'en même temps, on avait empilé plein de trucs, tout ça, ça avait grossi de manière un peu organique. Donc, ça va être l'occasion de refaire ça, de repartir de zéro, et on va faire tout bien cette fois, parce que maintenant, on sait exactement ce qu'il faut faire. Le spectre fonctionnel est toujours aussi grand, il n'y a pas plus de développeurs, mais bon. Mais bon, après, oui, voilà. Et le problème, c'est que souvent, en fait, ils font ça dans un autre studio parce que voilà, c'est un peu explosé. Hein, ce qu'on va voir, c'est que du coup, tout le monde se déteste, en fait, faut être franc. Voilà, les utilisateurs ne supportent plus les développeurs ne supportent plus les utilisateurs. Et donc, bah, on a tout perdu parce qu'on repart de zéro, on perd l'investissement. Donc, bon, après, si quand même, là, je force un peu le trait, mais bon, du coup, on capitalise un peu sur les connaissances qu'on a apprises, mais grosso modo, on a tout perdu. Et ça c'est un gros problème. Parce que vous vous souvenez, on a dit que le pipe, ça coûtait cher et que c'était un truc sur lequel on veut investir. Donc quand on recommence à zéro le pipe, c'est pas marrant. En fait, c'est pas un truc cool. C'est un problème, en fait. Mais un gros problème. Et donc voilà. Alors après, heureusement, il y a une solution à ça. C'est pas une fatalité, ce que je viens de décrire. C'est un truc auquel, en fait, il y a une solution. Et il y a des tas de gens qui font plein de projets informatiques. Il n'y a pas qu'en animation, on a besoin de pipeline. Alors chez les autres, ça s'appelle système d'information, ça s'appelle pipeline aussi, ou je ne sais pas. Mais en gros, il y a la même chose. Et donc, ils ont, dans les autres industries, ils ont inventé des rôles très simples, qu'on appelle soit chef de projet, soit product owner pour faire plus agile, ou soit assistant à la maîtrise d'ouvrage. Alors c'est un peu ringard, assistant à la maîtrise d'ouvrage, mais pourtant c'est un rôle qui est bien utile. Et en gros, donc maintenant, pour être cool, on dit product owner, mais quand j'ai commencé à travailler, on disait assistant à la maîtrise d'ouvrage. Et voilà, donc ce rôle, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi est-ce que lui, il peut aider? En fait, il va faire des choses assez basiques, mais qui vont tout changer. On va le voir après. Donc premier truc, c'est qu'il va aller voir tout le métier, en gros. Il va aller voir les graphistes, il va aller voir les superviseurs, il va aller voir les chefs, il va aller voir la prod, il va aller voir la compta, il va aller voir tout le monde. Et il va comprendre un peu le métier de chacun, il va comprendre un peu les attentes de chacun par rapport au pipe. Il va se faire une religion. Et après, il va aller voir les IT, les développeurs, les TD, voilà. Et il va discuter avec eux de ce qui est faisable, pas faisable, qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin, voilà, il va identifier plein de choses, il va parler avec tout le monde, il va en déduire des priorités. Parce qu'en gros, si le dirigeant lui dit on va faire des économies sur l'animation, bah, a priori les features pour les animateurs vont passer devant. Si y a un problème si clairement le problème que tout le monde rencontre il est autour de la render farm, bah, on va plutôt bosser sur la render farm. Et voilà, donc lui va définir des priorités et il va voir avec les développeurs si c'est possible ou pas. Si un utilisateur lui dit bah, moi je voudrais que toutes mes images elles sortent en haute définition en 1 seconde, s'il n'est pas au courant de ce que c'est, il va pouvoir aller voir les développeurs, les IT, ils vont lui dire bah non, c'est pas possible. Et donc du coup, petit à petit, en fait, il va servir. J'ai un peu anticipé mon slide. Petit à petit, en gros, il va servir de diplomate entre les différents départements et les départements techniques. Et à partir de là, donc il va pouvoir prioriser les fonctionnalités développées, il va pouvoir prioriser les bugs à résoudre, il va pouvoir définir une roadmap grosse maille. Donc ça, c'est plus pour les dirigeants parce que souvent, ils ne sont pas à l'aise de ne pas savoir où ça va. Même si ce genre de roadmap, on est quasi sûr qu'on ne va pas la tenir. Mais ça permet au moins de dire on va dans tel sens. En fait, il faut même le voir un peu comme le réal en fait, du pipeline. Dans le fond, c'est juste qu'il va avoir une vision des différents plans à mettre en œuvre.
et il va juste dire ça serait cool qu'on mette ce plan-là, qu'on mette ce plan-là, qu'on mette ce plan-là. Et en théorie, s'il fait bien son boulot, à la fin, on a un tout cohérent, ou en tout cas qui est assez efficace pour le studio dans lequel le pipeline a été développé. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, un point important aussi, c'est qu'il valide que tout ce qui a été réalisé, ça correspond bien aux demandes. Lui, en fait, ne présente que les problèmes aux développeurs. Les problèmes, les développeurs, eux, se chargent de réaliser la solution. Et à partir de ça, une fois que les solutions lui sont présentées et sont développées, il va les vérifier qu'elles résolvent bien les problèmes. Ça, c'est important aussi, parce que du coup, comme ça, on s'assure que ce qui est réalisé est cohérent avec ce qui avait été demandé. Et après, évidemment, il communique tout auprès de tout le monde les choix. Donc tout le monde est informé de ce qui se passe, et du coup, c'est très clair pour tout le monde. Les fonctionnalités qui vont arriver la liste des fonctionnalités qui vont arriver apparaît très clairement à tout le monde. Et donc, tout le monde est informé. Donc avant de passer au résultat, quel profil c'est en fait? Qui va faire ça? Donc là, on a vu qu'on avait beaucoup de questions de je vais parler à tout le monde, je comprends un peu ce que chacun fait, et à partir de là, j'en déduis une liste de priorités que je transmets aux développeurs. Donc pour faire ça, en gros, il faut quand même être assez diplomate, parce que forcément, le métier va vouloir tout de suite, et les développeurs vont avoir tendance à vouloir avoir plus de temps pour développer, et aussi parce qu'ils ont aussi ce biais de vouloir faire des trucs cool. Donc en gros, il va falloir toujours essayer d'équilibrer le truc, parce qu'il faut quand même pas que il faut toujours trouver un bon équilibre entre tout ça, parce que il faut quand même du temps pour les devs, il ne faut pas qu'ils en passent trop non plus. Il faut quand même qu'ils travaillent aussi sur des trucs cool, mais il ne faut pas qu'ils travaillent que sur des trucs cool. Donc voilà, donc ça c'est pour ça qu'il faut quelqu'un de diplomate, il faut quelqu'un de synthétique, forcément, parce qu'il y a énormément d'infos à récolter au sein du studio. Donc à la fin, il ne faut pas présenter tout en détail de manière exhaustive, sinon personne n'y comprend rien. Et là, il faut présenter juste un résumé. Faut être à l'écoute, c'est un travail d'écoute, ça veut dire qu'il faut aller voir chaque personne et écouter tous leurs problèmes, voilà. Et après, voilà, la qualité qui est importante, c'est aussi de comprendre à la fois le métier et la technique, parce que s'il manque un des deux, forcément ça coince. Si on ne comprend pas bien les impacts d'une demande, voilà. Si par exemple, je pense dans les entretiens de Google, quand vous passez les entretiens pour être product manager, bon, c'est l'équivalent de ça version éditeur. En gros, il y a 4 entretiens sur la gestion de produits et il y a un entretien sur la technique où ils font passer le même entretien qu'il ferait passer un développeur. Et l'entretien de développeur chez Google, il est balèze. Donc en gros, c'est pour dire que c'est vraiment important de comprendre ce qui se passe derrière, sinon on demande n'importe quoi. Si je prends l'exemple de Google encore, eux ils ont un problème tout bête, c'est que dès qu'ils rajoutent un champ dans une base de données, comme ils ont des centaines de millions d'utilisateurs, le champ qui prend un octet, il prend des centaines de millions d'octets tout de suite. Alors que du coup, chaque petite chose, en gros, a un impact énorme sur leur système d'information eux. Et ça, si le rôle fonctionnel l'a pas bien en tête, il demande n'importe quoi et ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir les deux casquettes. Et c'est là où un TD peut très bien aussi remplir ce rôle, parce qu'il comprend bien le graphisme, il a déjà été confronté à des prods, et il a ce côté développeur qui fait qu'il sait qu'on ne peut pas que résoudre un problème, c'est pas résoudre un script, c'est pas juste faire un script en 2 jours et puis tout est réglé, quoi. Donc ça, c'est voilà. La conséquence de tout ça, voilà, c'est que là, on a fait la paix. Donc en fait, du côté du métier, tout le monde est impliqué. Comme on a été voir tout le monde a sa part de responsabilité dans ce qui a été développé derrière. Tout le monde est informé, comme on l'a dit, pour chaque décision. Après, on le met dans un outil et c'est fait qui est consultable par tout le monde. Donc du coup, on n'est pas surpris et on sait ce qui arrive aussi. Si la priorité a été mise sur l'animation et qu'on est plutôt qu'on est au rendu, on sait qu'on va pas avoir de trucs pour le rendu avant un moment. Enfin, on sait que si on est à la prod, on sait qu'on va pas forcément avoir des outils d'ingestion de données tout de suite. À l'inverse, si on a mis l'accent sur la prod dans la roadmap, la prod sait qu'elle va avoir ces outils-là après, et les animateurs, ils savent qu'ils attendront. Mais l'important, c'est de savoir, en fait. Ce qui est super désagréable pour les gens, c'est d'être dans le flou, de ne pas comprendre où est-ce qu'on va. Et c'est ça qui crée de la frustration. Donc à partir du moment où ils comprennent, ils ont oui, alors le point aussi que j'ai oublié, c'est que forcément les outils, comme ils ont été bien définis avant, ils correspondent aux attentes. Donc ils utilisent les outils et puis petit à petit, ils comprennent ce qui se passe. Ils sont informés de quand ça arrive.
ils ont des outils qui correspondent mieux et donc petit à petit, ils prennent confiance dans le pipeline. Et ça, c'est important. Parce qu'en fait, quand il n'y a plus de confiance dans le pipeline, on retombe dans le problème d'avant. Et la hiérarchie a de la visibilité, c'est important parce que du coup, la hiérarchie, elle n'est pas en panique tout le temps, elle ne vient pas poser des questions, stresser les gens. Là, la visibilité, donc la hiérarchie est moins stressée et du coup, les devs aussi. Donc les devs, le truc qui est cool, c'est que du coup, ils peuvent se concentrer sur la technique parce que s'intéresser au métier, comprendre toutes ces problématiques-là, c'est bien pour un dev, mais dans le fond, ce n'est pas ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut faire, c'est surtout trouver des solutions et les mettre en œuvre. Et donc là, ça lui permet de se concentrer là-dessus. Ça, c'est quand même un gros plus. On a aussi, il voit ses développements utilisés. Ça, c'est super motivant pour un dev de dire je fais quelque chose et après, derrière, c'est utilisé vraiment par plein de gens dans le studio. Et après, du coup, on se sent utile. Après, c'est la base, quoi. Du coup, on se sent utile et on avance. Et les développeurs aussi, après, comme ils comprennent où va le studio, parce que du coup, tout ça, ça donne une petite, ça donne une stratégie, une vision, en gros, de ce qu'on va faire pour le pipeline, pour le studio. Du coup, ils peuvent proposer de meilleures solutions, parce que forcément, ils peuvent voir avec 3 coups d'avance ce qu'avant, ils voyaient qu'avec un seul coup d'avance. Et donc, petit à petit, il y a un rapport les gens sont plus motivés et il y a un rapport de confiance qui se crée. Et donc, le pipeline, il est accepté. Et donc, forcément, la productivité augmente. Et à la fois, on est plus productif et à la fois, on travaille dans de meilleures conditions. Donc, c'est cool, on a gagné. Voilà, et donc, du coup, on peut se faire des câlins. Voilà, parce que comme tout le monde s'aime bien, maintenant, on peut faire des câlins. Et voilà, donc après, pour terminer, donc, pour bien marquer les esprits, donc, je vais forcer le trait. On va faire un exemple de coût. Donc on va juste dire, on prend 2 développeurs qui avec les charges patronales nous coûtent 100 K par an. Donc en gros, sur 2 ans, 2 développeurs, ça va nous coûter 400 000 €. Et avec ces 2 développeurs, on va leur faire dans un premier temps un pipeline et dans un deuxième temps un pipeline avec un rôle fonctionnel. Donc dans le premier cas, comme ça ne marche pas, tous les 2 ans, on jette le pipeline et on repart de zéro. Donc on apprend quand même quelques petits trucs et il reste quelques outils. Donc on a un pipeline qui prend une valeur de 50 000 € la première année, donc c'est dommage, on a mis 400 000. La deuxième année, il passe à 100 000, et puis 200 000 la 6e année, et puis voilà, on progresse, donc c'est mieux que rien, mais c'est pas terrible, quoi. Là, on est un petit peu frustré. Et après, quand on part au démarrage, parce que là, souvent, les gens qui gèrent les budgets se disent ouais, mais je veux surtout pas rajouter un temps plein, parce que oui, tout ce que j'ai dit avant, idéalement, il faut un temps plein pour dessus. Alors après, on ne peut pas toujours le faire, mais soit il faut quelqu'un où il est clairement défini que tel jour et tel jour, cette personne va prendre le rôle fonctionnel, soit on met un temps plein dessus. Idéalement, on met un temps plein. Ça dépend de la taille de votre studio aussi. Mais donc, au début, ce temps plein, on se dit il nous coûte une blinde, il nous coûte 200 000 € de plus par an. Mais la différence, c'est que derrière, on a un pipeline qui marche et qui correspond aux attentes. Donc, on le garde. Donc, on va dire qu'on a un pipeline qui vaut 500 000 € au début. Et après, ce qui se passe, c'est que ce que je vous disais au début, c'est que c'est un investissement, c'est que les briques faites au début, elles sont réutilisées pour la suite. Donc le pipeline que vous avez la 4e année, il ne vaut pas 2 fois, c'est pas 2 pipelines, mais c'est un peu plus. Il faut 2 fois et demi le premier pipeline. Donc là, il vaut 1 250 000 €. Et puis la 6e année, ce truc vertueux, il continue. Alors après, si je vais dans le détail, il y a un phénomène de gravité aussi qui s'applique sur les devs qui fait qu'on ne peut pas, quand on a trop de choses, on ne peut pas rajouter tant de choses que ça. Mais quand même, pour atteindre, quel que soit le nombre de fonctionnalités, pour atteindre ce nombre de fonctionnalités, il faut fournir un effort particulier. Et comme on a fait les 4 ans avant, et là, on peut y aller, en fait. Parce que là, on multiplie encore une fois par 2,5, et cette fois-ci, on se retrouve avec un pipe à 3 millions d'euros. Donc, dans le premier cas, on a économisé sur ces 6 ans 600 000 €, mais on se retrouve avec un pipe à 200 000 €. Dans l'autre, on fait le choix d'investir dans le fonctionnel, et on se retrouve avec un pipe à 3 millions d'euros. Voilà. Je vous laisse y repenser, je vous laisse méditer là-dessus. Et voilà, merci pour votre attention. Et si vous avez Alors, je vais passer il y a déjà des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est une présentation très intéressante. Je viens du même monde que Franck avant d'avoir découvert la 3D assez récemment. Et l'interaction entre le besoin métier, qui peut être un besoin interne ou un besoin externe, parce que quand on fait du développement logiciel, le métier, c'est souvent le client. C'est au centre de toute une stratégie de communication et d'organisation des équipes qui s'appelle, en termes de mots-clés, c'est DevOps, on peut le dire, dans lequel c'est l'une des possibilités, dans lesquelles l'accent est mis sur
il faut que le coordinateur du chef de projet connaisse à la fois le métier et la technique pour faire la passerelle entre les deux. Parce que si vous avez une équipe de 5 personnes d'un côté et une équipe de 3 personnes de l'autre, ils vont passer l'essentiel de leur journée dans un tunnel et finalement pas trop se parler. Et c'est ça le vrai risque, qui est que le travail créé à un moment ne serve plus et soit abandonné. Donc c'est très intéressant parce que c'est une approche qui est choisie par de nombreux métiers, y compris en dehors de la 3D et de la production. La deuxième remarque, c'est que les grilles des salaires ne sont pas calculées sur les mêmes échelles. Quand vous avez un CDD-U et quand vous êtes indépendant, vous n'avez pas les mêmes charges sociales et pas les mêmes droits au chômage, et il y a des choses qui sont différentes, même si au final, il est vrai que un développeur, allez, on va donner un ordre de grandeur, peut prétendre avec un peu d'expérience et une expertise technique au salaire d'un CG supervisor beaucoup plus facilement. Sachez aussi que les concurrents, c'est des gens qui sont dans d'autres pays, qui parlent l'anglais et qui fournissent des tarifs à $300 la journée, tout compris, avec les repas et tout. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a une concurrence extrême là-dessus. Mais c'est extrêmement intéressant. L'autre poste qui vient compléter le product owner, c'est le facilitateur, l'animateur, qui organise la communication d'équipe et la communication inter-équipe. Et ça aussi, c'est une problématique très intéressante. Ouais, bah merci pour ces ajouts. Juste sur DevOps, en fait, c'était surtout le... Hop, pardon, je reviens dans le champ, pardon. Pour DevOps, c'était aussi, parce qu'on a un peu le même phénomène entre les devs et les IT, notamment dans le web, pour tout ce qui est déploiement des logiciels développés. Et où, pareil, il y avait trop de... c'était trop ça se faisait trop en silo, donc du coup, c'est une autre manière d'aborder l'organisation en fait, d'une équipe technique. Mais là, c'est vrai que DevOps, c'est plus orienté autour c'était plus pour résoudre les problèmes de communication entre les devs et les admins système, donc les ops du coup. Et donc du coup, on a fait des gens qui avaient un peu la double casquette, qui deviennent des DevOps. C'est un peu les TD finalement. C'est un peu comme les TD avec les graphistes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, alors juste avant. Oui, c'est vrai que par rapport au taux journalier, tout à l'heure, c'est des taux de freelance, hein, ce n'était pas des taux effectivement d'intermittent. Mais toujours est-il que même ramené à l'intermittence, je pense que ça fait du 300 € au jour et c'est quand même supérieur à ce que la plupart des salaires que j'ai vu proposer. Et voilà. Est-ce qu'on remarquerait pas une naissance, comme dans les métiers de l'informatique il y a une vingtaine d'années, de SS2I pour le computer graphics aujourd'hui, suite à ces besoins? C'est-à-dire, on commence à voir des boîtes qui ne font que du pipeline, qui oui. permettent aux studios d'outsourcer le développement. Et c'est quelque chose qui est naissant et qui existe depuis une trentaine d'années dans les métiers de l'informatique traditionnels. Oui, c'est pas surprenant pour la simple et bonne raison que on a vu que ça coûte cher. Donc c'est d'une certaine manière un moyen de mutualiser les compétences techniques. Et voilà, hein, même un produit comme nous on le propose avec Itsu, clairement ça fait une brique de moins à développer pour un studio. Donc il va y avoir logiquement, on a aussi Curtis dans cette optique-là. On va clairement avoir de plus en plus d'éditeurs logiciels sur ces questions-là et des gens qui proposent du service sur ces questions, ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On arrive au bout. Oui, donc évidemment, dans ce que j'ai dit, j'ai un peu forcé le trait. Les choses ne sont pas si simples, hein. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut recommencer un pipe, etc. En fait, ce qui était vraiment important, ce que je voulais montrer dans cette présentation-là, c'est que c'est des questions qu'il ne faut vraiment pas prendre à la légère, parce qu'à la fin, ça peut coûter cher, et à la fois en argent et en bonne humeur. Donc du coup, c'est vraiment pas à négliger, et ça devient de plus en plus... le début de la présentation était là pour vous dire que ça devient de plus en plus une étape obligatoire de passer par le pipeline. Donc voilà, maintenant, il faut vous en préoccuper. Voilà, merci pour votre attention. Je vais maintenant clôturer le meet-up. Alors tout d'abord, je vais remercier. Alors je vais sortir ma liste pour oublier personne. Tout d'abord, remercier vous, parce que vous êtes venus pendant les grèves, donc merci. On est nombreux et c'est cool. Le prochain, ah oui, avant ça, aussi il faut que je vous dise que le prochain meet-up, du coup, j'ai pas la date, je vais vous la donner. Si je trouve un calendrier. Alors, donc le prochain meet-up pour graphistes,
ça sera le 16 janvier. Donc si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Alors, et le prochain Meetup Pipe, alors ce sera peut-être un Meetup outil. Ce qu'on aimerait bien faire, ce serait le 12 février. Donc ce serait un Meetup outil. On va voir si on peut le mettre en place, mais où en gros on aurait 4 éditeurs qui viennent nous présenter leurs outils. Voilà. Donc affaire à suivre. On vous tiendra au courant sur la page Meetup. Alors ensuite, merci aux sponsors, donc Ranch Computing, avec leur super render farm, grâce à qui on va pouvoir déguster des pizzas et boire des bières. Merci à Ubicast, avec qui on peut faire on a cette captation vidéo qui permet à ceux qui n'ont pas pu venir de voir, d'ailleurs coucou, qui permet à ceux qui n'ont pas pu venir de voir ce meet-up. Merci à nous-mêmes pour avoir organisé ça et repayé la salle. Merci aux speakers, Christophe, Charles, encore moi-même. Du coup, je fais beaucoup de merci. Donc, merci vraiment à Christophe et Charles qui nous ont montré des outils de qualité et qui nous ont fait des belles présentations. C'est toujours sympa de voir que tout le monde fait l'effort de faire une bonne presse à chaque fois. Et bien sûr, le plus important, merci à Gwen qui a tout organisé. Voilà. Allez. Ouais, je ne vous retiens pas plus longtemps, on peut y aller. On va pouvoir picoler.